quand j'ai commencé à bosser avec tous les plus gros entrepreneurs et infopreneurs en France, en fait, je me suis rendu compte avec mon associé, il m'a dit une phrase de ouf. Il m'a dit: Sylvain, c'est tous des merguez. Ceux qui se lancent aujourd'hui et qui sont dans une reconversion professionnelle, ils ont 100 fois plus de mérite. C'est quelque chose qui est 100 fois plus difficile que quand t'es jeune, que t'as 18 ans et que t'as rien à perdre et que t'as une feuille blanche et que tu peux écrire ce que tu veux. C'est pas d'être juste un mec ou une meuf parmi tant d'autres qui fait du podcast ou qui fait des reels ou quoi, mais c'est d'être la personne qui a telle personnalité et qui fait tel format de contenu. Salut à tous, c'est Maxime Pinchot, étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Je suis plus connu sous le nom de Maxime Astuces, où je partage tous les jours avec ma communauté de plus de 2 millions d'abonnés des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Né dans une famille d'artistes, Sylvain a grandi avec une vision unique du monde, façonnée par des expériences de vie hors du commun, comme celle de vivre dans un monastère au Népal. De ses débuts dans les rues du 18e arrondissement de Paris à la création d'un écosystème complet dédié au personal branding, son histoire est celle d'une ambition sans limite. À seulement 16 ans, Sylvain a plongé dans le monde du digital, créant des pages Instagram influentes et se lançant dans l'achat-revente de comptes. Démontrant un flair pour les tendances émergentes et le marketing numérique, son expertise en personal branding a rapidement fait de lui un nom reconnu, attirant l'attention de clients prestigieux et de partenaires stratégiques. À 22 ans maintenant, Sylvain a déjà à son actif des entreprises florissantes, une chaîne YouTube influente et des collaborations avec des noms prestigieux comme Deepak Chopra, Michael Beckwith ou encore Taylor Chiche. Son objectif, devenir le numéro 1 du personal branding, d'abord en France puis à l'échelle mondiale. Salut Sylvain et bienvenue. Salut Maxime, merci pour cette belle introduction. On va commencer dans une première partie à revenir un peu sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as commencé l'entrepreneuriat et en plus tu as commencé assez jeune, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, j'ai commencé à entreprendre en partant en fait de quelque chose où tout simplement je me sentais différent. Depuis que je suis petit, je sentais que j'avais quelque chose de différent en moi et j'arrivais pas à mettre de mots en fait dessus. Mais je sentais que je voulais faire des grandes choses. Je savais pas dans quel domaine, si ça allait être dans le sport, mais j'avais pas un talent en particulier. Dans la musique, je faisais de la batterie, mais j'étais pas un excellent batteur. Et en fait, je me cherchais un petit peu. Et l'entrepreneuriat, en fait, ça a été le chemin par lequel j'ai pu matérialiser un petit peu cette différence et vraiment, en fait, m'épanouir tout simplement. Et en fait, ma prise de conscience sur ça, sur le fait que je voulais faire des grandes choses et des belles choses, je pense que ça a été notamment après le fait que j'ai vécu effectivement pendant 1 an au Népal, où en fait, pendant ces 1 an, quand j'avais à peu près 7 ans, même si j'étais très jeune, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être né en France. Je me suis rendu compte, en fait, de la chance que j'avais d'être né dans une famille où, voilà, même si on n'était pas hyper riche, on avait quand même à manger tous les jours, à boire tous les jours, on avait un toit, on était, on venait une vie, entre guillemets, de Français, justement, moyen. Et, en fait, là-bas, au Népal, j'ai été confronté à voir, en fait, que, la majorité du monde ne vit pas comme nous et n'a pas la même chance que nous. Et tous les enfants et les adolescents là-bas n'ont pas la même chance que nous. Qu'est-ce qui était différent, par exemple ? Ce qui était différent, tout simplement, il n'y a pas d'électricité tout le temps. T'as pas d'eau chaude tout le temps. Moi, je me rappelle, je sais pas, par rapport à l'électricité, on faisait les soirées avec ma mère, on était tous les deux et on était avec des bougies et voilà, tu vois, il y a rien de dramatique à ça, mais c'est pas le même confort de vie. Tu vois des gens vraiment qui sont dans un état de pauvreté très 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 fort, tu vois, qu'on vraiment extrêmement peu. Et pourtant, quand même, ça peut être bateau ce que je vais dire, mais qui sont heureux, qui ont une certaine philosophie de vie. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas que le monde est mieux ou moins bien ailleurs, mais qu'il est différent. Et qu'on a une chance, en fait, des fois là où on est, on s'en rend pas forcément compte si on n'a pas eu l'opportunité de voir quelque chose de différent. Et moi, je me rendais pas compte, du coup, quand j'étais plus petit. Et c'est simplement en revenant en France que je me suis rendu compte de ça. Et en fait, quand j'ai vu notamment ce qui arrivait, j'ai commencé à vite à m'intéresser à YouTube, à me rendre compte, en fait, on pouvait se former à n'importe quel domaine ou à s'intéresser à n'importe quel sujet, que ça soit comment progresser sur un jeu vidéo ou comment apprendre à monter un business. On pouvait apprendre énormément de choses gratuitement. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, et je me suis rendu compte que j'avais trop de chance pour ne rien faire. J'avais trop de chance, en fait, à 15 ans, 16 ans, d'avoir voyagé déjà dans beaucoup de pays, d'avoir en fait eu une ouverture d'esprit, d'avoir côtoyé différents milieux sociaux et d'avoir un petit peu une maturité pour mon âge, en fait, pour ne rien faire. Et surtout, en fait, j'avais cette ambition, j'avais un peu ce feu-là en moi et je savais pas en fait par où commencer tout simplement. Et ça a commencé comment ? J'avais mon meilleur ami qui s'appelle Imaz, avec qui je suis toujours associé aujourd'hui, qui en fait s'était lancé à l'époque dans le dropshipping. Et lui, il galérait en cours, etc. Il avait arrêté l'école, il a arrêté l'école très jeune, à 17 ans. Et en fait, il voulait se développer. Et il a commencé donc par l'entrepreneuriat, par le dropshipping. Et moi, j'y connaissais rien. Et pour rappeler un peu, parce que peut-être que les gens ne savent pas non plus ce que c'est, le dropshipping, c'est vendre des produits, en général, c'est plutôt en Chine, et c'est vendre des produits en fait que tu n'as pas touché, ou en tout cas que tu n'as pas vu directement. C'est directement le fournisseur qui l'envoie directement au client. Donc en fait, toi, ton seul but, en fait, c'est d'être intermédiaire. Voilà, t'es l'intermédiaire en mode ils vendent directement le produit au client. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il s'était lancé dans cette activité-là. Et un jour, je prends un petit peu de ses nouvelles, je lui demande ce qu'il fait, etc. Il me parle d'entrepreneuriat, de marketing digital, de e-commerce, de dropshipping, etc. Ça m'intéresse et donc du coup, je fais 2 heures de trajet, je prends un RER, un métro, la ligne 13, je sais pas quoi, etc. pour aller chez lui. Je toque à sa porte chez sa mère et je lui demande de me laisser rentrer.
Et je lui dis, écoute, je comprends rien à ce que tu fais, mais explique-moi ce que c'est. Et il commence à me montrer un peu ce qu'est Facebook Ads, donc la publicité sur Facebook, ce qu'est un site internet, qu'il y a des entreprises qui sont en ligne, etc. Et je commence un petit peu à m'éveiller à tout ça. Et je me rends rapidement compte que le business model même du dropshipping n'est pas fait pour moi, parce que tu crées pas réellement de valeur ajoutée, c'est pas forcément quelque chose d'épanouissant, même si ça peut être un bon levier de cash flow. Et que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer dans ce domaine-là. C'est plus du court terme. Exactement, c'est plus du court terme, même si certains l'ont transformé dans quelque chose de beaucoup plus long terme. Mais en fait, c'est tout simplement quelque chose où t'as pas de contact directement humain, t'es beaucoup derrière ton ordinateur, et c'était pas adapté à moi. Mais ça m'a donné le goût du digital, et rapidement, je me suis dit, ok, quelle place je peux prendre un petit peu dans ce milieu-là. Et à l'époque, c'était vraiment l'essor d'Instagram. Donc Instagram était en plein boom, comme on a pu voir un peu TikTok sur ces dernières années, mais à cette époque-là, c'était Instagram. Et à cette époque-là, tout le monde se disait expert sur Facebook, créer des groupes Facebook, faisait de la publicité Facebook, mais très très peu de gens utilisaient Instagram pour le business. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, t'avais pas le marketing d'influence comme aujourd'hui, t'avais pas autant de publicité sur Instagram comme aujourd'hui, t'avais pas de stratégie vraiment de monétisation, c'était complètement différent. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me positionner comme le premier expert Instagram en France. Et je me suis un peu créé ce titre-là, et après plein de gens même ont développé ça, et aujourd'hui même je vois... Quand tu dis expert Instagram, c'est quoi exactement que tu faisais? C'est créer des communautés du coup sur Instagram? C'est quoi, créer un profil justement avec beaucoup d'abonnés? Ça veut dire quoi exactement un expert Instagram? Au tout début, en fait, quand j'ai commencé à le dire, ça voulait pas dire grand-chose, tu vois, parce que moi-même, en fait, j'étais expert de rien du tout. Et en fait, petit à petit, en me présentant comme ça et en sentant qu'il y avait une opportunité sur ce marché-là, j'ai rencontré plein de gens qui me posaient des questions et je savais pas y répondre. Donc ce que je faisais, c'est que le soir, quand je rentrais chez moi après aller à des événements, le soir, quand j'avais 17 ans après le lycée sur Paris, j'étais dans le RER et je regardais toutes les vidéos YouTube aux États-Unis qui parlaient justement de marketing sur Instagram, de comment développer une communauté, de comment utiliser sa communauté pour justement pouvoir proposer des produits qualitatifs et donc du coup se développer, que ce soit sur de la formation en ligne, de l'infopreneuriat, du coaching ou différents business models. Et en fait, le lendemain, quand je refaisais un appel avec la personne que j'avais rencontrée, j'avais mon expertise et je savais lui partager. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à développer un peu des compétences comme ça sur le tas. Et assez rapidement, je me suis dit, ok, je vais les mettre en place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé donc des pages Instagram dans plein de niches différentes pour me prouver un petit peu à moi-même que mes stratégies marchaient. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé une page dans le milieu du rap qui est montée à plus de 50 000, 60 000 abonnés assez rapidement. Pour la petite anecdote, par exemple, on reprenait des vidéos de Planet Rap et de Skyrock et on faisait plus de vues qu'eux sur leur propre contenu. Jusqu'un jour, on a reçu un DM de leur part en nous disant « Ouais les gars, écoutez, faut retirer vos vidéos, il n'y a pas de mention de copyright, etc. » Et j'ai dit à mon CM à ce moment-là « Écoute, c'est quoi, leur réponds pas, je vais leur répondre directement. » Et j'ai répondu bah écoutez, il n'y a pas de souci, on va enlever tous les endroits où on vous crédite pas, on va vous créditer. Mais est-ce que ça vous intéresserait de savoir quel levier de viralité on met en place pour faire plus de vues que vous sur vos propres contenus? Si oui, voici mon numéro. Et en fait, ils m'ont rappelé. Et assez rapidement, après, quand j'avais mes 18 ans, Skyrock, c'est devenu justement mes clients, j'ai refait leur strat. C'est ouf. Et j'ai commencé à faire pour de plus en plus de boîtes, en fait, comme ça, complètement à l'audace et au culot, et à développer des pages dans l'entrepreneuriat en France, aux US, dans le voyage, et un network à peu près de 200 000, 300 000 abonnés, toutes pages confondues. Puis, je me suis dit, ok, si je peux le faire sur des pages, pourquoi je pourrais pas le faire sur moi ou sur des personnes? Donc j'ai commencé à créer du contenu, je suis monté assez rapidement à 10 000 abonnés à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait énormément d'entrepreneurs et de personnes qui souhaitaient, en fait, et qui avaient une compétence, une expertise à partager, qui avaient des produits à partager ou du coaching à faire, mais qui n'arrivaient pas tout simplement à attirer l'audience qu'ils aimeraient attirer. Donc je me suis dit, c'est quoi, si tu as pu le faire sur des pages et sur toi, pourquoi ne pas le faire sur des personnes? Et ça me passionnait beaucoup plus, parce que sur une page, c'est un peu impersonnel, il n'y a pas vraiment d'humain derrière. Alors que sur une personne, il y avait ce côté-là un peu psychologique où tu échanges avec un humain qui est inspirant, tu te rends compte de sa personnalité, tu vas réfléchir à comment l'adapter dans du visuel, dans une strate de contenu, etc. Et ça, je kiffais, tu vois. Et donc, j'ai commencé à lire énormément de sujets sur le marketing, des livres notamment de Seth Godin, enfin plein de choses différentes, à me former, à prendre toutes les formations aux US que je trouvais, à prendre un mentor aux US, qui est aujourd'hui le mec à la page Wealth, qui est une des plus grosses communautés dans l'entrepreneuriat au monde. Tous mes premiers sous, ce que j'ai fait, donc je les ai réinvestis pour me former. Je suis parti à Miami avec le peu d'argent que j'avais économisé de côté pour me faire coacher justement par ce mec-là. Je suis revenu en France et donc du coup vers mes 18 ans, donc après j'ai vraiment créé mes sociétés. J'ai arrêté les cours. J'étais plutôt bon à l'école, mais pour moi l'école aujourd'hui ça pouvait me permettre trois choses. Ça permet toujours trois choses pour moi. Trois choses différentes, pas soit, mais ça peut être d'avoir un diplôme, d'avoir des compétences et de se faire du réseau. Le diplôme, quand t'es entrepreneur, selon moi, ça sert à rien, ou quasiment à rien, si ce n'est un diplôme d'une très grande école, type... permet après de lever des fonds, exactement, etc. qui te permet d'avoir un tampon un peu qui te crédibilise. Et là, c'est intéressant, effectivement, mais je me voyais pas faire tout le parcours pour aller jusqu'à là. Soit à côté des compétences, mais la réalité, c'est que sur le marketing digital, mis à part un très haut niveau en termes d'école, très souvent, ils sont en retard sur le marché, et justement, ils prennent des intervenants qui sont des jeunes et qui vont venir partager la réalité un petit peu du terrain. Et troisième chose, le réseau. Mais ça a été toujours un petit peu la compétence intrinsèque que j'avais
et que j'ai su, on va dire, développer et où j'ai énormément réinvesti d'argent pour le développer. Et donc, voilà, en créant en fait tout d'abord, en faisant tout d'abord en fait des coachings aux personnes, donc sur leur personal branding sur Instagram, je me suis rendu Pour compte. redire en 2 mots, deux, Ouais. 3 mots, c'est quoi le personal branding pour toi? Alors, le personal branding, en fait, c'est le fait de développer son image de marque personnelle sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être le fait de créer du contenu autour de sa personne, très souvent autour d'une expertise, pas forcément, mais très souvent, ça va être le cas, dans un but de partager, que ce soit des compétences, de l'information, ou peu importe. Et après, souvent, ça peut être un effet de levier pour le business, que ça soit derrière, une fois que tu as une communauté, en termes de recrutement, en termes d'effet de levier pour lever des fonds, pour vendre des produits, pour monétiser, ou tout simplement pour créer, on va dire, un réseau de personnes pertinent. Et comment tu as découvert en fait que tu pouvais faire de l'argent avec ça, enfin surtout sur le personal branding, comment tu as découvert qu'en vrai que tu pouvais gagner de l'argent, justement en accompagnement les gens, les entrepreneurs, et pas que? Bah, en fait, tout simplement parce que je mettais en place des stratégies de growth hacking sur leur compte, donc des stratégies de growth, donc en gros, concrètement, des sortes un peu de petits hacks dans l'algorithme, de petites stratégies, que ce soit à l'époque en termes de hashtag ou de plein d'autres choses pour booster leur vue, etc. Et très souvent, je me rendais compte que j'arrivais à leur faire acquérir beaucoup de trafic, mais que derrière, ce trafic-là n'était pas utilisé de façon pertinente. Donc, ils n'arrivaient pas à connecter, à créer du lien avec ces personnes-là. Et derrière, à côté de ça, ils n'arrivaient pas à l'utiliser, on va dire, et à partager leur expertise et à augmenter leurs reventes et leurs revenus grâce à cette communauté-là. Donc je me suis dit, OK, il y a un besoin. Et donc, j'ai commencé à le faire. Et j'ai commencé à faire mon tout premier coaching. Je me rappelle, à l'époque, j'avais chargé 900 € pour un mois d'accompagnement. Pour moi, c'était vraiment énorme à cette époque-là. Puis après, en fait, j'ai accompagné quelqu'un à 2500 € pour un mois. Puis après, un client à 5000. Puis après, en fait, ça a fait que monter. Et en fait, ce qui se passait, c'est que de manière logique, quelqu'un aujourd'hui qui vend un programme d'accompagnement, ou peu importe, disons par exemple là, 2500 € ou 1000 €, en fait, ne serait-ce que si jamais il fait 2 ou 3 ventes sur sa communauté, souvent de milliers et de milliers de personnes en plus grâce à mes stratégies de conversion, bah, la personne elle est largement rentable et en plus les compétences que je vais lui apprendre, bah, ça va lui servir tout son développement, tu vois. Non, carrément. Tu as des exemples de personnes que tu accompagnes aujourd'hui, qui sont assez connues, Ouais, bien sûr. Bah, il y a différentes personnes. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai commencé à faire du coaching. Et après, rapidement, je suis passé sur de l'agence aussi en parallèle parce que les personnes que je coachais, bah, après, elles avaient besoin d'accompagnement pour le mettre en place. Et dans ces personnes-là, tu as eu des gens, mais d'horizons complètement différents. Un des premiers clients importants que j'ai eu, c'était et plus qu'un client, on va dire, c'est vraiment devenu une personne en fait qui est devenue un ami et qui m'a beaucoup soutenu à mes débuts. C'est un rappeur, un ancien membre de la section d'assaut, donc Barak Adama. C'était mon tout premier témoignage qui est encore à la une sur mon Instagram. Et j'avais, je crois, 16-17 ans. Et il m'a fait confiance et je le remercie encore pour ça aujourd'hui. Parce que même si jamais c'était pas forcément rémunéré ou quoi, bah en fait, ça m'a donné confiance dans ma compétence et ça m'a motivé pour aller me dire si j'ai pu collaborer avec une personne que j'écoutais quand j'étais petit et qui m'inspirait, bah pourquoi je pourrais pas le faire avec d'autres. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé donc du coup après à travailler avec donc Taylor Chiche, avec qui on est aujourd'hui associé donc sur une boîte dans toute la partie événements, accompagnement, mentorat, formation, etc. Que ça soit Michael B. Beckwith, qui a travaillé notamment sur le film et sur le livre Le Secret, qui est très très connu aux États-Unis. Que ça soit Deepak Chopra, donc qui est un des plus gros auteurs best-sellers aux US, qui a notamment rédigé le livre Les 7 lois spirituelles du succès, et voilà, qui est une figure emblématique dans ce domaine-là aux US. Et après, plein d'autres personnes qui sont des personnes qui sont dans le domaine plus infoprenarial et qui sont assez connues, on va dire, moins du grand public, mais dans leur domaine qui sont des bonnes têtes. comment tu as réussi à rencontrer, de telles personnes et en plus après les avoir, comme clients? Bah, honnêtement, en fait, moi, je mets souvent en avant le personal branding comme un peu ma zone de génie. Mais je vais pas dire que c'est faux, mais ma vraie zone de génie, je pense que c'est pas celle-ci, c'est vraiment le réseau, tu vois. Parce que ce que j'ai fait, en tout cas à mes débuts, il y avait plein d'autres personnes qui étaient plus compétentes que moi, mais qui n'ont pas eu ces références-là, tu vois. Et au final, moi, avec le temps, les compétences sont venues et aussi être entrepreneur, je pense, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes autour de ta vision pour aider justement le plus tes clients, ce que j'ai fait maintenant. Mais au tout début, ma première compétence, c'était vraiment le réseau et le relationnel. Du coup, chaque personne, il y a eu une histoire différente, mais un peu comme avec Skyrock, chaque personne, ça a été uniquement à l'audace et au culot. Et en fait, j'ai voulu avoir des très grosses références et j'ai été prêt à travailler gratuitement pour certaines personnes ou à me faire payer beaucoup moins que ce que j'aurais pu. Parce qu'en fait, j'avais conscience que vu que j'avais arrêté les cours, mes diplômes et les diplômes dans l'entrepreneuriat, c'était référence. Dans l'entrepreneuriat, les gens, ils te demandent jamais, quand tu as une agence, par exemple, marketing ou que tu C'est proposes vrai. quelque chose, quelle école t'as fait, qu'est-ce que t'as comme diplôme. Non, ils te demandent avec qui t'as bossé. Est-ce que tu peux me sortir des références, des études de cas, des témoignages. Et moi, je me suis rapidement rendu compte que le meilleur levier pour pouvoir monter mes prix, ça allait être de bosser avec les numéros 1 du marché et après d'aller voir tous ceux qui souhaitaient devenir comme eux et que j'allais pouvoir facturer très cher en leur disant, regarde, tu vois cette personne qui est un leader du marché dans telle industrie, tu veux devenir comme lui,
c'est un de mes clients, tiens, regarde le témoignage, etc. Et si tu veux devenir comme lui, ça va coûter tant. Et c'était ça vraiment ma stratégie, c'était de court-circuiter le marché et de pas passer step by step les échelons, mais d'aller directement haut. En plus, les personnes, souvent, qui sont à un certain step, bah, des fois, elles-mêmes, vu qu'elles sont à ce step-là, elles n'ont pas envie forcément de payer ou de rémunérer, etc. Et ont préféré quelqu'un qui est motivé et qui vient comme ça rapporter un petit peu de fraîcheur. Et elles se disent, en fait, moi, par exemple, quelqu'un comme Deepak, comment ça s'est fait? Je l'ai rencontré à travers, en fait, un projet qui était en fait une campagne de prévention pour le suicide, où en fait j'ai joué dans un film et tout avec en fait et je l'ai rencontré en fait dans ce cadre-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un dîner avec lui et j'avais regardé justement ce qu'il faisait sur ses réseaux, etc. Et j'avais ce projet-là, il y avait ce projet-là du coup qui était en cours de campagne de prévention. Et je lui ai dit, écoute, Deepak, je trouve ça, genre je lui ai dit vraiment au culot, genre j'avais 18 ans, genre ouais, écoute, Deepak, je trouve ça dommage que tu touches si peu de personnes sur sur ce genre de campagne-là, qui a un message si fort que ça peut sauver des vies. Et j'aimerais justement t'aider à impacter beaucoup plus de personnes. Et avec mes stratégies aujourd'hui, je suis confiant sur le fait de te dire que sur ce type de vidéo-là, on peut aller chercher 10 fois plus de monde minimum. Si jamais ça te chauffe, ce que je te propose de faire, c'est de le faire gratuitement. Pourquoi? Pour toi. Tu vois les résultats que ça a. Et si jamais ça te parle, bah, du coup, après, on continue de collaborer ensemble, on voit, tu vois. Et quand tu dis ça à quelqu'un, la probabilité qu'elle te dise non, si jamais tu parles un peu de manière structurée et que tu as l'air de savoir ce que tu dis, d'être convaincu et de te mouiller, elle est très faible parce que la personne se dit, bah attends, j'ai rien à payer, il me dit quelque chose qui est cohérent, il me donne des arguments en plus, etc. Donc pourquoi pas tester en fait, tu vois, j'ai quoi à perdre en vrai. Et donc je me suis vraiment posé dans cette posture-là et on a commencé à travailler ensemble. Après, j'ai travaillé sur le marketing de son livre Meta Human, qui a été un best-seller aux US, sur pas mal de choses. Et après, en fait, quand en France je me suis développé, bah, j'ai pu accompagner des personnes très connues comme By Steve, qui est dans le domaine plus du développement personnel, etc. Et plein d'autres personnes d'acteurs du marché comme ça en France, qui étaient inspirés par Deepak. Et en fait, c'était vraiment encore cette stratégie-là d'aller chercher le numéro 1 d'un domaine, d'aller voir tous ceux qui voulaient se développer. Tu as monté plusieurs entreprises, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi, bah, en termes de chiffres, combien de clients tu as pu accompagner, si tu as même des chiffres d'affaires que tu as pu faire, etc. Alors, honnêtement, en termes de clients que j'ai pu accompagner, j'ai jamais tenu un listing ou quoi. Et j'ai jamais, en fait, j'ai jamais scalé sur un nombre énorme de clients, si ce n'est sur des nouveaux services qu'on développe aujourd'hui, qui sont plus sur du SaaS ou quoi, où là, justement, on a plusieurs centaines de clients sur plusieurs services. Aujourd'hui, sur la partie agence, par exemple, mon business model. Je coupe aussi, juste pour savoir, le SaaS, c'est aussi un modèle économique où en fait, c'est du revenu récurrent tous les mois où il y a un abonnement et que du coup, bah, la personne en fait a un service tous les mois et elle paye un abonnement. Tu crées un software, après, donc software as a service, où en fait, ce software-là, toi, tu le crées entre guillemets une fois et après, il peut être utilisé par un grand nombre de personnes et c'est scalable. Enfin, c'est du coup multipliable. Pour la petite traduction. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, mais du coup, aujourd'hui, moi, mon business model, c'est simplement, donc j'ai créé une nouvelle agence qui s'appelle Climax, où aujourd'hui, en fait, avec cette agence-là, et j'ai déjà eu, en fait, avant, j'ai déjà eu des mois, genre, tu vois, on faisait des 50 000 euros par mois, 60 000 euros par mois, même des fois beaucoup plus, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait énormément de clients différents, et je me suis rendu compte qu'une agence, t'as deux solutions pour qu'elle soit scalable. Soit t'onboardes énormément de clients et t'as un service qui est duplicable à fond, et donc, du coup, dans le modèle d'agence comme, par exemple, je sais pas, Emblème, qui sont dans le domaine de la restauration, genre, je sais pas, c'est l'idée qui me vient en tête, tu vas avoir un service duplicable et tu vas faire ton argent sur la masse. Soit sinon, tu prends un positionnement où tu as très peu de clients, mais du coup, tu as du variable dessus et tu prends des clients qui font des très gros chiffres. Et aujourd'hui, mon positionnement, c'est ça. Avec mon agence, aujourd'hui, j'ai quelques, en fait, entre guillemets, talents entrepreneuriaux que je produis, entre guillemets, où, en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on gère tout leur marketing, donc la partie tunnel de vente, la partie acquisition payante, et surtout la partie du coup personal branding qui est notre expertise. Moi, je prends un pourcentage directement sur leur CA, qui est en moyenne entre 10 et 20% du CA du coup qu'ils font. En général, c'est plus autour des 20 que des 10. Et à côté de ça, je charge aussi un récurrent. Donc aujourd'hui, la plupart de nos clients, on est en train de les scaler, on les a déjà scalés à plus de 100K par mois. Et le but, c'est de les monter à 150, 200, et après d'en onboarder d'autres par vague un petit peu de 5. Et sur ce genre de client, tu prends 10 à 20%. 10 à 20% par client, plus un récurrent. Et en gros, le récurrent, justement, en gros, il sert à peu près à payer les équipes au prix coûtant. Par rapport à la marge qu'on fait. Et moi, ça me permet personnellement de me rémunérer sur le pourcentage, d'être incentivé avec eux. Et en gros, on leur apporte quelque chose où vraiment on est leur partenaire dans leur croissance, dans leur développement. Et franchement, c'est vraiment un business model qui me parle beaucoup plus. On a tout internalisé. On a monté un studio de production qui s'appelle Cast. En fait, vraiment, on a tout en interne sur le personal branding maintenant. On a autant la partie prod que la partie marketing, que la partie média. On a vraiment, en fait, on est le partenaire de la personne elle passe par nous, elle peut se focus sur son expertise, et ça, nous, on le fait qu'avec très très peu de personnes, on choisit vraiment nos clients, on prend que des clients qui ont un énorme potentiel de disrupter le marché dans une industrie, et en général, on travaille qu'avec 1 ou 2 personnes par industrie maximum, et du coup, moi, mon modèle, c'est quoi aujourd'hui? C'est de me focus sur les clients que j'ai déjà,
de plus en prendre de nouveaux, de les faire scaler et que ça soit les plus grosses références du marché, et après de continuer à faire ça de plus en plus, d'internaliser de plus en plus de choses, et après d'aller faire la même chose aux États-Unis à des échelles beaucoup, beaucoup plus grandes. Là, pour gérer tout ça, là, vous êtes combien à peu près en termes d'équipe? Parce que c'est quand même énorme. Alors, moi, sur l'agence, aujourd'hui, on est une petite dizaine. On est une petite dizaine de personnes. Donc, avec principalement dans les équipes, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, t'as 3 monteurs. T'as un réal, on va dire, qui fait montage, mais aussi vidéaste, etc., et qui est vraiment un DA, en fait, plus que juste un simple réal ou quoi, qui s'appelle Terry. Grosse dédicace à lui. À côté de ça, on a un copywriter qui est aussi spécialisé sur toute la partie hang marketing pour les strats en termes de positionnement, etc. Une personne qui gère toute la partie automatisation, media buying et intégration des automatisations, notamment pour tout ce qui va être les conférences en ligne type webinar, etc. Un chef de projet qui va venir en fait coordonner et s'occuper que tout soit parfaitement structuré, dans le sens où moi aujourd'hui je suis très très fort dans la stratégie et en fait simplement dans la vision, mais après pour tout ce qui est process et tout, c'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai mon bras droit qui vraiment s'occupe de tout ça. Après, on a qui d'autre dans l'équipe? On a un CM qui est à temps plein et qui gère les différents clients. On est en train de recruter un deuxième. Enfin, on a à peu près une dizaine dans l'équipe. Et à côté, sur chaque boîte que j'ai, par exemple, typiquement sur Cast, là-dessus, il y a 3 personnes. Donc, du coup, sur la partie sur le studio. Et après, j'ai d'autres business, on va dire, aussi où tu as des personnes. Donc, T'as combien de business en tout? aujourd'hui, mon business principal sur lequel je suis focus, c'est l'agence. Tu vois. C'est C'est vraiment l'agence. C'est l'agence de personal branding. Et à T'as un côté, SaaS à côté. j'ai un SaaS à côté. Et après, j'ai un projet où je suis dans de la production musicale. Ok. Et après, on va dire, dans mon agent, j'ai différents business models avec le côté au pourcentage, la partie consulting, on fait vraiment purement de la stratégie pour des personnes et on forme leurs équipes en interne. Et aussi quelques clients avec qui on n'a pas de pourcentage, avec qui on fait uniquement de la gestion pour YouTube et Snack Content. Et tu fais ça sur la même structure ou t'as recréé des structures pour chaque... Alors, j'ai différentes structures aujourd'hui. J'ai différentes structures et j'ai une holding. Ok, hyper intéressant. Et comment t'as fait pour devenir un peu la référence dans ton domaine, sachant que c'est quand même enfin, tout ce qui est marketing, personal branding, c'est quand même quelque chose qui est hyper demandé et qu'il y a énormément de monde dans ce secteur-là, même si t'étais un des premiers aussi à te lancer là-dedans. C'est quand même hyper dur, en fait, d'être bien référencé. Comment t'as fait pour te démarquer? Plusieurs raisons, je dirais à ça. Je dirais déjà la longévité, dans le sens où même si je suis très jeune, ça fait déjà, moi je parlais de personal branding, quand j'avais déjà 16-17 ans, j'ai commencé à en parler. Quand j'avais 17 ans, ça veut dire que ça fait 5 ans que j'en parle, tu vois. Donc 5 ans, c'est quand même un bon petit moment sur le marché du digital. À côté de ça, de par les références tu vois, que j'ai eues, où aujourd'hui en France, t'as très peu de personnes en tout cas qui se montrent sur les réseaux, et quand on te parle, t'en as sûrement qui se montrent pas ou qui sont un peu plus privés, etc. Mais des gens qui montrent et surtout qui ont des preuves de ce qu'ils disent. Je pense que je suis un des seuls qui a ce genre de référence-là aux États-Unis, et qu'à ce track record-là, on a pu développer des personnes et des comptes de personnes dans des niches complètement différentes, des industries complètement différentes. On a des études de cas, on a tout le track record de ces personnes-là. Et à côté, tout simplement, j'ai envie de te dire par en fait la compétence, les retours clients, comment ça se partage entre eux, et par la passion, tu vois. Et un autre truc que je vois aussi, c'est pour devenir une référence, ça a été beaucoup aussi le matraquage, tu vois. Dans le sens où quand tu répètes plusieurs fois que t'es expert dans tel domaine et que tu le laisses sur le marché, que tu reviens sur ça, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens et t'identifient comme tel, tu vois. Si tu vas répéter 100 fois que t'es expert dans tel domaine, les gens maintenant vont t'identifier limite comme un expert de ça. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise, je sais pas. Ça peut être utilisé en mal comme en bien, tu vois. Mais ça a été mon cas. Et aujourd'hui, YouTube, ça y est pour une grande partie aussi. Ok. Parce que du coup, t'as aussi une chaîne YouTube dessus, où t'as fait pas mal de choses dessus. T'as fait des longues vidéos aussi où tu parlais de personal branding. Ouais. T'as lancé un concept récemment, que moi d'ailleurs j'adore, qui est le 24 hours with. Ouais. Je suis mauvais en anglais, mais donc 24 heures avec tel ou entrepreneur. En général, c'est vraiment des entrepreneurs que tu prends. Qui est un concept où du coup tu peux peut-être nous en parler un peu plus, ça serait avec peut-être grand plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de ce concept-là, juste avant, je vais vous dire quelque chose. Il y a un entrepreneur qui s'appelle Russell Brunson, que j'aime beaucoup, qui est aux États-Unis, qui a fondé donc du coup l'outil qui s'appelle ClickFunnels, donc qui est un outil qui permet donc de créer donc des tunnels de vente, etc., qui est hyper qualitatif, qui est très connu dans le monde du e-commerce. Exactement, et surtout dans le monde de l'infoprenariat, beaucoup plus encore. Et en fait, Russell Brunson, il avait une phrase qui disait tout le temps, c'était "You're just only one funnel away". Genre t'es à un seul tunnel de vente de faire ton premier million, quoi. Et moi aujourd'hui, ce que j'explique dans le personal branding, c'est que t'es à only un format de contenu away. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut citer quelques noms comme ça et tout Ouais, vas-y, tu Parfait. Alors, je te prends l'exemple, par exemple, de Oussama Hamar, tu vois. Aujourd'hui, Oussama Hamar, il a été connu depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent pas Oussama Hamar, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de storytelling, etc., qui avait monté The Family, qui était une société qui accompagnait les entrepreneurs à lever des fonds, etc., à développer leurs projets, et qui est assez médiatisé, etc. Exactement. Et Oussama,
il a toujours été quand même globalement connu dans le milieu, etc. Mais ce qu'il a vraiment fait exploser, notamment sur la formation en ligne, où il a fait plusieurs millions ces derniers mois, ça a été le podcast avec Yomi Denzel, Sans Permission. Donc un podcast sur YouTube qui a complètement changé l'aura de Oussama, qui lui a valu des extraits très clivants qui sont partis hyper virales, qui lui a valu des gens qui le détestent, d'autres qui l'adulent, et en fait un poids sur le marché qui lui a permis justement en fait, de en fait, générer des millions d'euros avec son accompagnement. Et aujourd'hui, tout ça pour moi, c'est explicable par plein de raisons, mais la raison principale, ça a été un format de contenu qui est sans permission, parce que la grande majorité des gens aujourd'hui qui prennent sa formation, c'est des gens qui viennent de la chaîne YouTube et qui viennent du concept sans permission. À côté de ça, tu prends un très bon ami que je salue au passage, Alec Henry, où justement, Alec, lui, donc c'est un entrepreneur qui est notamment dans le domaine du consulting, de l'accompagnement, etc., spécialisé pour les entrepreneurs, qui a en fait été toujours présent sur les réseaux, mais qui a jamais été en fait vraiment, qui a jamais eu un poids, on va dire, sur le marché, on va dire, comme aujourd'hui, et qui a développé un format de contenu sur lequel il s'est focus pendant plus d'1 an, donc qui s'appelle Le Déclic, qui est un podcast qui est top, où je crois d'ailleurs que t'es passé, Ouais, je suis passé récemment. Et qui a aussi un format vidéo Exactement. qui met sur YouTube. Et aujourd'hui, Alec, avec Le Déclic, il a repris en fait un poids en fait sur le marché, une influence, et il a augmenté justement ses revenus de manière drastique avec un format de contenu auquel maintenant il est identifié. Et moi aujourd'hui, le 24 Hour Wiz, c'est un petit peu la même chose. C'est en train de changer ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet de connecter avec des personnes. Alors au début, j'ai commencé avec des très bons amis à moi, comme par exemple Valorant ou comme d'autres personnes que j'ai pu avoir. Mais très rapidement, aujourd'hui, ça m'ouvre des portes où là, je suis en train de rentrer en contact avec des personnes qui ont monté des mottes à des centaines de millions. Je vais sûrement en faire avec une personne qui est un milliardaire, avec des célébrités, des joueurs, par exemple un joueur de foot qui est dans l'équipe nationale de France, un des artistes en France les plus connus. Donc ça m'ouvre quand même des portes à un réseau. Même si j'avais du monde, j'avais pas quand même ce monde-là. Et ça m'ouvre un réseau de ouf. Sur mon agence, j'ai des demandes de consulting où maintenant les mecs, la dernière fois j'étais en call, j'ai fait le closing le plus facile de ma vie. Le gars il faisait que de me relancer et genre tu sais il me dit ouais c'est combien pour ton consulting et il me dit ouais en mode ton prix tu vois en mode c'est le mien et tout tu vois. Et je lui ai dit une somme que je préciserai pas forcément, qu'il a validé directement. Il m'a dit vas-y envoie-moi ta facture. Et j'avais le seum, genre tu vois, je me suis dit genre en fait j'aurais pu demander plus, tu vois, il aurait dit oui quand même. Parce qu'en fait t'as tellement été bon en fait et sur le personal branding que toi t'as fait que le mec voulait tellement être accompagné par toi que du coup, en fait il fait des très très bonnes sommes avec son business et ça avait pas d'importance. Genre tu vois, pour lui tant que c'était bien fait et que tant que ça lui apportait du résultat. Et en fait je me suis rendu compte que ça, j'ai des demandes sur l'agence aujourd'hui, mon seul problème c'est quoi ? C'est de structurer, parce que je veux pas faire l'erreur que la majorité des agences font et que j'ai déjà fait auparavant, qui est en fait tout simplement de scaler trop vite, de délaisser tes premiers clients que t'avais, de commencer à perdre en réputation en onboardant trop de monde dans des équipes qui sont moins bien formées. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse énormément de clients, parce qu'en fait tout simplement je veux rester focus sur ce que j'ai, je veux faire les choses bien, et à chaque fois que je prends un client, je veux qu'il se dise que ça soit incroyable, et j'accepterai jamais un client si jamais je ne fais pas percer, tu vois. Donc je suis vraiment dans cette mentalité là, et même si jamais je vais me freiner un peu c'est sur le drôle chiffre parce que d'affaires, Grégory disait la même chose aussi durant son podcast, plutôt refuser des clients pour toujours satisfaire au maximum le client. Et c'est comme ça que tu gagneras le plus d'argent sur le long terme, que tu vas pouvoir augmenter tes prix, que tu vas teaser une réputation incroyable. Et aujourd'hui, la réputation, ça fait largement partie du personal branding. Et pour moi, aujourd'hui, dans la vente, la vente, les gens pensent souvent aux techniques de psychologie, de hack pour convaincre l'autre et rentrer. Non, la vente, le plus important, c'est la persuasion. C'est tout ce qui se passe avant que tu sois au téléphone avec la personne et que tu lui dises ton prix. C'est l'image qu'elle a de toi. C'est ce qu'elle a entendu de toi. C'est tout ça. Si jamais t'as tout ça, tu te retrouves dans une situation comme moi, le mec que j'avais en face, en fait, il était prêt à payer. J'avais même pas besoin de le convaincre. Tu sais, je commençais à lui expliquer. Il me disait, Steven, t'as pas besoin. Genre, dis-moi c'est combien, dis-moi ce qu'on fait, quand est-ce qu'on démarre, et vas-y, go, tu vois. Et en fait, t'arrives à ce c'est les meilleurs clients, ça. Ça, c'est les meilleurs clients. Et en fait, ce que je veux dire par là, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un format de contenu sur lequel tu te focuses peut changer ta vie. Toi, par exemple, typiquement, le format que t'as fait où tu partages justement tes astuces au quotidien depuis je sais pas combien de temps maintenant, mais depuis 1 an et demi, ouais. Une belle longévité, je pense que ça contribue à changer ta vie aujourd'hui, genre, tu vois. Oui, carrément. Ça te permet de faire des choses géniales, de développer que ce soit financièrement, d'avoir aidé énormément de personnes avec différents tips, différentes astuces, de t'ouvrir des collaborations avec des acteurs du marché ou des entreprises que tu n'aurais jamais touché auparavant. Même par exemple un podcast avec toi en ce moment. C'est moi, j'ai l'honneur de faire un podcast avec toi, Maxime. Mais concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, toi, t'as un très bon exemple. Tu t'es focus sur un format de contenu, t'es devenu connu pour ça, t'as scalé ton format de contenu et t'es devenu le meilleur en France dans ton format de contenu. Et t'as été reconnu pour, et ça a participé ou ça a changé ta vie, tu vois. Et ce que je veux dire par là, donc tout ça pour reprendre à, aujourd'hui, un format de contenu peut avoir un impact considérable. Et dans une industrie où on est noyé par le contenu, aujourd'hui, je pense que créer un format et être identifié, c'est important. Et se concentrer sur celui-ci et vraiment le faire scaler à fond sur Exactement. Celui-ci, je suis totalement d'accord. En fait, ce qui va être important, ça va être quoi ? Je te prends un exemple, par exemple, les podcasts. Tu vois, aujourd'hui, c'est la grande mode du podcast. Tout le monde veut faire du podcast.
si jamais tu fais un podcast, tu vas juste être un mec ou une meuf parmi tant d'autres qui fait un podcast. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être le mec ou la meuf qui fait tel podcast ou qui fait tel concept. Et en fait, le mot qui est important, c'est le concept. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'explique justement à mes clients, c'est que pour être identifié sur le marché, faut être le mec ou la meuf qui fait ça. Par exemple, tout à l'heure, on parlait où t'as des podcasts aujourd'hui où, je sais plus lequel, par exemple, aux US ou quoi, où par exemple, ils boivent en même temps, genre, tu sais, qui, ça donnait des petites idées, mais voilà. Typiquement, ça peut être un concept. Ils voient pas n'importe quoi, faut préciser. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de conceptualiser ces idées, de rester focus sur un format dans le temps et de devenir le meilleur possible dans ce format-là. Et c'est comme ça que tu vas être identifié sur le marché. Et aujourd'hui, quand t'as une communauté, il faut vraiment être débile pour pas réussir à faire de l'argent avec, genre, tu vois, si elle est un minimum qualifié, tu vois. Carrément. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec le 24 Hour Wiz. Et les retombées, quand je te dis que c'est incroyable, YouTube, j'ai déjà fait des TikTok ou surtout des Reels plus que des TikTok, où j'ai fait genre, tu vois, plusieurs millions de vues. Il y a personne qui m'a arrêté dans la rue en me reconnaissant, en me disant ah ouais, c'est toi le mec qui disait ça dans la vidéo. Jamais. Là, une des dernières vidéos que j'ai fait avec Angel Fieves de Turismo, elle a fait genre 130 000 vues sur YouTube. Ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup pour certains, tu vois. T'as des youtubeurs qui font des millions de vues aujourd'hui. Plus en comparaison par rapport à ce que tu disais avant, par rapport au réel, ou qui ont fait des millions de vues. On m'a arrêté dans la rue, je te promets, plusieurs fois, en me disant ouais, c'est toi le mec qui avait fait telle vidéo, je vais à un événement entrepreneur, tout le monde me reconnaît avec ça. Genre, la dernière fois, on est allé au Meetworking de Alec, genre, tu sais, et tout le monde, genre, en mode, qui avait vu le format, tu vois. Et c'est ouf parce que sur YouTube, en fait, quand t'es sur du format long qui est profond, là, c'est un 57 minutes, bah, en fait, tu touches réellement les gens se rappellent de toi. Et moi, c'est ce que je dis, en fait, c'est que YouTube, pour moi, ou selon moi, c'est le réseau social, quand tu veux développer dans l'infoprenariat ou même dans d'autres domaines, qui est le plus puissant au monde pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'en fait, c'est du SEO, donc les gens tapent avec des mots-clés justement et recherchent ton contenu, là où dans l'algorithme Instagram ou TikTok, les gens tombent sur toi par exemple en scrollant, donc il y a vraiment une différence de qualification, et parce que les gens sont focus sur toi. Je te prends un exemple, je sais pas toi, mais perso, quand je rentre chez moi le soir, je vais commander un Uber Eats, et je vais, genre tu vois, mater un podcast ou un concept ou un YouTuber que j'aime bien. Et donc du coup, j'ai mon Uber Eats, et genre, tu sais, genre, je regarde la vidéo et mon esprit, il est focus. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je fais une pause et je regarde ça, je mets mon attention sur ça pendant que je mange. Alors que sur TikTok ou quoi, tu le fais entre deux choses tout le temps. Donc, t'es comme ça, en même temps, tu regardes, ah, vas-y, on attend que le truc il se lance, les caméras et tout, vas-y, bah attends, je vais sur TikTok en 2 secondes, sur Insta. Donc, ton esprit n'a pas l'intention d'être focus sur la chose de base. Je pense que c'est pas que le focus, c'est aussi la durée aussi qui est tellement faible aussi sur TikTok où en vrai, t'as des vidéos. Moi, le premier, je fais des vidéos parfois qui sont entre 20 et 30 secondes. C'est trop peu en vrai pour marquer les esprits. Tu vas peut-être retenir le tips, mais tu vas l'oublier. Alors qu'en vrai, une vidéo où tu vois, tu restes pendant 1 heure, où t'as beaucoup de choses en vrai qui sont données pendant 1 heure. En plus, parfois, c'est des vidéos en vrai que tu regardes en plusieurs fois. Et parce qu'en mode, elle t'a plu, mais bon, tu fais 2-3 choses en même temps, etc. Et t'as pas fini. Et du coup, en vrai, tu vas le re-regarder plusieurs fois. Et à chaque fois, tu vois, 3 fois 15 minutes. En fait, moi, je pars du principe où la personne, si elle a passé 1 heure avec toi, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, elle avait regardé ou même j'ai envie de dire 120 reels de 30 secondes avec toi, alors tu vois. Donc quand la personne elle a regardé 1 heure, c'est comme si elle avait regardé 120 vidéos de ton contenu. C'est ça. En termes de connexion émotionnelle qu'elle a avec toi, en termes de, tu vois, d'attention qu'elle a eu. Donc c'est énorme, tu vois. Et moi aujourd'hui, je le vois, j'ai fait que 4 vidéos de ce format-là, et les retours que j'ai, genre franchement, ils sont ouf, tu vois. Et ça m'a rassuré sur un truc. Genre au début, genre j'avais pas peur, mais j'étais un peu. On fournit énormément de travail sur ce genre de contenu-là. Il y a genre une journée de préparatif uniquement, 1 ou 2 jours de tournage. Il y a plus de 10 jours de montage minimum. Je me souviens, j'ai participé au premier de celui de Valorant, j'étais dedans. Et Valorant encore, c'était le plus court et le plus simple, tu vois, à faire, tu vois. Normalement, là maintenant, on a encore passé un step complet, tu vois. Ouais, carrément. Et en fait, je me suis rendu compte quand je les ai sortis, et notamment celui avec Guillaume Houbèche qui a très bien marché, qu'en fait, il y a pas de secret. Genre, je me suis rendu compte quand tu fais vraiment de la qualité sur les réseaux sociaux, que t'as un concept et que t'es constant, en fait, t'es obligé de percer tôt ou tard. Genre, c'est impossible que ça soit pas le cas, tu vois. Si tu fais pas assez de vues, il y a 2 solutions. Il y a 2 raisons. Soit ce que tu fais c'est de la merde, soit t'es pas assez constant. Mais si tu es dans une logique d'optimisation constante et à te prendre la tête sur chaque vidéo pour améliorer, et que t'es constant, c'est impossible que ça marche pas. C'est impossible. C'est factuellement impossible. Non, carrément. En tout cas, ça c'est hyper intéressant et je recommande vraiment d'aller voir la chaîne YouTube de Silouane et voir justement les épisodes de 24 heures with. Merci beaucoup en tout cas Silouane de nous parler de tout ton parcours qui est hyper inspirant, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire et ça je le sais très bien. On va passer à la partie 2 qui est la partie astuces et conseils de ton domaine d'expertise. Astuces, c'est toi l'expert Maxime. Hein. Non, là c'est surtout sur ton domaine d'expertise. Pour la première question, imagine que tu as quelqu'un qui est très jeune et qui souhaiterait entreprendre, comme toi tu as pu l'être. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais, tu vois, à même quelqu'un qui est encore au lycée
et qui est passionné d'entrepreneuriat, mais qui sait pas par quoi commencer? Il y a une métaphore que j'emploie souvent, qui est en fait le fait de... Très souvent, ce qui empêche les gens de se lancer tout d'abord, c'est qu'ils n'ont pas en fait la clarté précise avec le plan d'action précis, avec un objectif précis où ils savent exactement où ils sont bons, et ils se disent qu'ils attendent justement d'avoir ce plan-là parfaitement, etc., préparé pour pouvoir se lancer. Et la chose, en fait, c'est que ton plan, il se passe jamais comme prévu et que tu peux jamais avoir un plan parfait qui se déroule de manière parfaite. C'est l'entrepreneuriat, c'est la vraie vie. Et en fait, moi, comment je compare la chose un petit peu, je le vois et ce que je dis souvent comme métaphore, c'est, tu vois, disons, cette tasse-là, disons, comme si, en fait, on va dire, t'avais un phare, tu vois, dans la nuit et dans la brume. Et en fait, tu sais que le phare, c'est ta vision de la réussite. Donc, tu sais que c'est, par exemple, tu sais que c'est vraiment la chose qui te motive, c'est un peu ton pourquoi et t'as une vraie raison d'entreprendre, etc. Et après, le chemin, il y a de la brume et c'est flou. Et très souvent, les gens donc pensent avec le plan d'action qu'il faut avoir le chemin 100% clair pour pouvoir y aller. Alors qu'en fait, non, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est faire en fait un pas devant l'autre et petit à petit, en fait, repousser la brume. Et donc, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que, pareil, le déclic que j'ai eu aux États-Unis, c'était le passage à l'action. Et plus je me développe, plus je me rends compte de l'importance que le passage à l'action, c'est ce qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est là, je veux pas vous dire un truc bateau comme tout le monde, oui, passe à l'action, etc. En fait, le truc, c'est quoi? Et ça, je l'ai dit dans un récent Reels que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à bosser avec tous les plus gros entrepreneurs et infopreneurs en France, en fait, je me suis rendu compte avec mon associé, il m'a dit une phrase de ouf, il m'a dit, Sylvain, c'est tous des merguez. Il m'a dit, genre, en mode, en fait, ils sont tous, genre, pas bêtes ou quoi, mais il y en a aucun qui est un génie. Mais la différence entre eux et nous, c'est que eux passent à l'action chaque jour et qu'ils mettent des choses en place. Et c'est ça, justement, qui fait que ça se matérialise pour eux dans le monde physique et qu'ils ont des résultats et que nous, aujourd'hui, on n'a pas les résultats comme eux. Donc, si on veut avoir les mêmes résultats, viens, on passe à l'action. Et en fait, le passage à l'action, c'est vraiment, en fait, cette vitesse d'exécution entre le moment où tu as une idée, tu as quelque chose à faire et le moment où tu le fais. Je donne un super bon exemple pour moi encore. Dans la série Bernard Tapie, que je recommande grandement, qui est une série, je trouve, qui est incroyable. Il y a une scène qui m'a marqué que je trouve folle. Quand t'as Bernard Tapie, qui est dans la cité, où il est avec sa fille, qui est un peu, qui bosse avec lui, etc. Et t'as une femme avec une coupe afro et tout, qui vient, et qui lui dit, ouais, ça va pas, c'est le bordel ici, c'est ça, ces trucs, nanana, etc. Et il commence à prendre des notes, etc. et tout du truc. Et il lui dit, bah écoutez, y a pas de souci, on va appeler pour faire le nécessaire pour régler tel problème. Et donc du coup, il le dit à sa fille, et sa fille, elle lui dit, vas-y, bah écoute, pas de souci, papa, genre en gros, vas-y, je les appelle demain. Il lui dit, ah non, non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas prendre ton téléphone maintenant, tu vas les appeler, tu vas régler le problème, après on va passer au problème d'après, on va avancer. Et l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est être entrepreneur, c'est t'as quelque chose qui t'arrive, et en fait, tu le mets en place directement. Et tu dois avoir des temps de réflexion où tu te poses et des temps directement uniquement d'action. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, ça serait vraiment, vraiment le passage à l'action. Et même si t'as pas tout qui est parfait, de commencer à faire quelque chose. Et c'est comme moi. Est-ce que je me serais vu aujourd'hui faire ça à cet âge-là ou quoi? Non. J'ai commencé, j'ai contacté une première personne qui m'a amené à quelqu'un d'autre, où je me suis rendu compte que c'était pas le bon, je me suis associé avec quelqu'un, ça s'est mal passé, puis j'ai fait ci, et petit à petit t'avances. Et c'est ça la vie, tu vois. Je suis tellement d'accord et je vais même rebondir avec un truc. On parlait d'Oussama Hamar tout à l'heure et c'est Oussama qui disait ça. Et tout le monde se concentre sur les objectifs à long terme qu'on veut, mais en vrai, il faut juste se concentrer sur les objectifs de sa journée et déjà réaliser ses objectifs sur une journée pour avancer et réaliser ses objectifs à long terme. Et c'est exactement en gros ce que tu disais. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Et À 100%. c'est vrai que les gens sont très concentrés justement sur faire tellement de choses Ouais. et faire plein de trucs en même temps, mais en vrai, juste fais quelque chose tout de suite et avance déjà tous les jours. C'est ça qui fait la grosse différence. Et après, moi, je dirais vraiment, c'est l'audace, c'est la confiance en toi, ou genre, tu sais, c'est un peu cette phrase-là de si t'as pas confiance en toi, qui va l'avoir, tu vois. Et au début, en fait, pour aller convaincre des gens, après, si t'as un profil justement un petit peu comme Il y, moi. il y a un truc qui t'a peut-être marqué aussi pour avoir confiance en toi. Enfin, c'est quoi comment parce que on n'est pas, il Ouais. y a pas tout le monde qui a confiance en soi. Bien sûr. C'est quoi que toi où tu t'es dit vraiment bon là j'y vais quoi. Je pense que la confiance en soi, ça résulte de plein de choses. Ça revient de ton éducation avec tes parents. Donc, effectivement, on part pas tous de la même base, dans le sens où il y a des gens qui qui ont une confiance qui démarre de bas, parce que peut-être ils ont pas une certaine éducation, ils se sont fait rabaisser devant leur enfance, etc. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir toujours mes parents qui m'ont soutenu, toujours qui m'ont encouragé. Et j'ai aussi, tu vois, quelque chose que je mets pas forcément en avant, genre, tu vois, mais que je cache pas non plus, tu vois. Tu vois, j'ai 3 doigts à la main gauche. Genre, j'ai plein de potes, genre, tu sais, qui l'ont remarqué, même des fois dans des vidéos YouTube, qui l'ont remarqué 3 ans après ou quoi, parce que je le cache pas, genre, je parle, le truc, etc., ça se voit pas ou quoi. Et en fait, je pense que ça, c'est ma grand-mère qui m'a fait réaliser. Mais étant donné qu'en fait, pendant toute mon enfance, j'ai été moqué à cause de ça, que j'étais, alors tu sais, je changeais souvent d'école avec mes parents, ils étaient artistes, avaient différents projets et tout. À chaque fois, j'arrivais en cours d'année, alors tu sais, j'étais le mec, tu sais, qui arrive en février, avec la proviseure et tout, qui arrive, bon, vous avez un nouvel élève dans votre classe, avec sa belle Sylvain et tout. Et il y en avait qui le remarquaient. Et après, alors tu sais, qui était là en mode, qui me clashait, en mode, ouais, j'étais un alien, j'étais un machin. Et genre, tu sais, quand t'es petit, les petits sont un peu méchants entre eux. Ouais, carrément. Et je pense que rapidement, en fait, ça m'a donné un peu une carapace où je me suis dit, c'est un peu la vie des gens, le retour extérieur. Tant que moi, je sais ce que je vaux, et ça, mes parents, ils ont su bien
me le transmettre, tu vois, bah, ça me touche pas, en fait. Et je pense que quand j'étais petit, un peu tout ça, en fait, ça m'a créé un peu une confiance au fil des années en moi-même que j'étais obligé d'avoir et qui a fait qu'en fait, après, bah, dans le business, ça s'est reflété. Et je pense qu'il y a pas de. Tu sais, il y a personne, comme tu disais dans ta question, qui est très juste, qui est là, on va dire, par hasard ou qui a une confiance ou quelque chose par hasard. C'est toujours le résultat de choses passées, tu vois, et la conséquence d'un environnement, de quelque chose. Donc, moi, c'est quelque chose et j'ai eu beaucoup de chance et où je remercie beaucoup mes parents pour ça, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. L'éducation, c'est un truc hyper important. Et il y a aussi moi je dirais un truc quand même pour avoir plus confiance en soi, c'est aussi se dire que quoi qu'il arrive, en vrai, si on a besoin d'aller quelque part, enfin, on a un objectif en tête, on est obligé d'avoir confiance en soi et en fait, il faut se forcer à faire les choses et à force de le faire aussi, parce que c'est aussi en vrai Ça un va te créer de la apprentissage. confiance. C'est ça. En fait, à force de croire aussi en soi, enfin, croire alors qu'on n'y croit pas, le phénomène de se forcer à le faire, c'est là en mode on va commencer à être de plus en plus à l'aise et au final, on commence à avoir confiance en soi et être C'est en beaucoup fait, plus. c'est un peu ce truc-là où, comme on dit, pour avoir les résultats d'une personne, faut faire les actions de cette personne-là, tu vois. Ouais. Si jamais demain tu veux devenir entre guillemets Mbappé, bon, même si jamais je t'entraîne beaucoup, je pense pas que tu vas le devenir directement, mais quand même, Ça t'arrivera vite, hein. pour t'en rapprocher, va falloir que tu aies la même routine d'entraînement de lui depuis l'âge qu'il avait à ce moment-là, etc. Tu vois ce que je veux dire? Le meilleur exemple, c'est même Ronaldo, tu vois, Ouais. dans ce cas, parce que lui, c'est une machine de travail, etc. Et en vrai, c'en est aussi la preuve que tu vois, avec le travail, Mais même si s'il y tu a veux du devenir talent. comme lui, justement, Ouais, il faut que tu aies sa routine. Donc en fait, c'est ce truc-là où tu dois analyser de manière factuelle les gens qui ont un certain niveau de succès, quel a été leur parcours, étudier leur biographie, étudier ce qu'ils ont fait, etc. Et essayer en fait de dupliquer les actions pour avoir les mêmes résultats, tu vois. carrément. T'as une chaîne YouTube aussi qui marche super bien. C'est quoi les stratégies que t'as utilisées du coup pour la faire grossir et pour très bien marcher, faire des vues et avoir une grosse communauté dessus? Alors la première chose qui m'a été utile, c'est quelque chose que je répète assez souvent, qui est la stratégie des BPP. La stratégie des BPP, c'est les Best Performing Posts. En gros, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement le fait. En fait, les Best Performing Posts, ça va être quoi? La stratégie, elle est simple. Et ça, d'ailleurs, ça m'a permis d'avoir ma troisième vidéo YouTube qui a fait plus de 500 000 vues, complètement en organique, sans que je mette 1 euro en pub, sans qu'il y ait personne qui me partage, alors que je partais de rien et que j'avais 17 ans et que je faisais des vidéos dans ma chambre avec un téléphone. Et en fait, concrètement, c'est quoi? Ça a été en fait d'analyser les chaînes concurrentes que j'avais en France ou même sur d'autres marchés, et notamment les chaînes qui étaient en plein essor et qui avaient une grosse viralité en ce moment même et qui se développaient, donc pas forcément que les chaînes les plus grosses du marché, mais celles vraiment qui sont en plein essor. Parce que c'est là on peut mieux se baser dessus vu que c'est par rapport à ce qu'il y a actuellement, par rapport à la période. Et donc en fait, c'est toujours d'aller dans leurs vidéos les plus populaires ou de regarder les vidéos qu'ils ont sorties récemment et d'analyser quelles vidéos ont eu en fait le plus de succès et de reprendre du coup en fait et d'analyser sur par exemple 10 créateurs différents qui sont dans la même niche, quel pattern revient à chaque fois et quel sujet revient à chaque fois. Et moi je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la certification Instagram. À chaque fois qu'un entrepreneur qui parlait de réseaux sociaux parlait de comment être certifié sur Instagram, ça a explosé. Donc je me suis dit, peut-être que moi ça va pas exploser autant qu'eux, mais au prorata, genre dans ma chaîne, ça devrait être une de celles qui marchera le mieux vu que c'est ce que les gens recherchent, tu vois, le plus. Et donc en fait, tu vois, j'ai pas utilisé d'outils ou d'IA ou de trucs pour aller trouver quel contenu faire, mais juste j'ai pris mes yeux, je suis allé sur les chaînes, j'ai tapé vidéos les plus populaires de la chaîne, j'ai noté sur un papier les vidéos qui ressortaient le plus, et j'ai fait ça, tu vois. Et c'est la même chose aujourd'hui, quelqu'un par exemple qui se lance dans du snack content et qui voudrait faire du contenu comme toi, C'est mais exact, mais c'est drôle, j'allais c'est ce que relancer tu après fais, je pense derrière. aussi, ouais. C'est exactement ce que j'ai fait quand je me suis lancé Ouais. sur TikTok. Et ça, c'est des stratégies qui marchent super bien. Et en fait, à force d'en voir beaucoup, d'avoir plein de types de contenus, on analyse et on reproduit avec ce qu'on Les ce qu'on sujets peut qui voir. marchent le mieux. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, il y a que deux moyens d'être vraiment viral pour moi. Premier moyen, c'est soit donc du coup de respecter la règle donc des BPP et de reprendre donc du coup du contenu qui marche déjà et qui a déjà fait ses preuves. Et il y a certains types de vidéos et certaines histoires qui redeviennent tout le temps virales et qui marchent toujours bien. Et la deuxième chose, c'est le contenu d'actualité, où quand tu rebondis par exemple par rapport à quelque chose qui est dans l'actualité Ouais, directement, carrément. il y a tout le monde, il y a tout le monde qui en parle. Par exemple, si jamais juste après la Coupe du Monde, tu fais une vidéo par rapport à ça, à la finale de la Coupe du Monde ou quoi, il y a de fortes chances que ça devienne viral. Si je sais pas, il y a telle personnalité publique qui a telle chose et que tu fais une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Et par exemple, je te prends un exemple. Disons, je sais pas, dis-moi par exemple, prends-moi l'exemple genre d'un coach, genre dis-moi un coach, genre je sais pas en quoi, genre dis-moi un exemple d'un coach. Bah, je sais pas, un coach sportif, par exemple. Ouais, un coach sportif, ça serait facile avec la Coupe du Monde, mais en gros, typiquement, tu pourrais faire une vidéo, genre juste dès qu'il y a la finale de la Coupe du Monde ou quoi, et que tu aies la performance de telle personne qui a fait tel sprint ou tel truc dans la finale de Mbappé ou truc, où tu fais une vidéo justement, où ton accroche, justement, c'est, je sais pas, genre 40 km/h, c'est la vitesse à laquelle a été flashé Mbappé. Dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, peut-être que tu ne sauras pas courir à 40 km/h, mais tu vas pouvoir faire des sprints à tel truc par rapport à ta vitesse et tout. Je t'explique comment en 3 points. Et la même chose, genre, disons, tu as un coach business, tu pourrais dire, par exemple, ok, par exemple, telle équipe a gagné la Coupe du Monde, ok, telle équipe a été vainqueur de la Coupe du Monde. Et il y a une raison méconnue que personne n'a réellement décelée ou un truc, etc. Et c'est quoi?
c'est l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, quand t'es un entrepreneur, c'est justement ça ton rôle aussi, c'est de créer en fait une entreprise où, comme en fait quand t'es un entraîneur de foot, et ben justement tu vas pouvoir faire travailler les différentes personnes de ton équipe au meilleur poste chacun et faire en sorte en fait que les liens entre eux soient les plus forts possibles et que comme ça tu puisses avoir le plus. Alors, tu peux en fait adapter avec un bon storytelling n'importe quel contexte d'actualité par rapport à ta niche, tu vois, en vrai. Ça, c'est des super astuces. En vrai, là, vous avez la chance d'avoir vraiment les exemples. Parce que les exemples, en vrai, montrent très, très bien ce que tu veux dire. Et je pense que ça peut vraiment parler aux gens qui nous soit écoutent. BTP, soit contenu d'actualité. Et si t'arrives en plus à combiner les deux, tu vois, c'est magnifique, tu vois. C'est quoi les clés pour toi pour avoir un bon personal branding? La première chose, c'est d'être identifiable. C'est pas d'être juste un mec ou une meuf parmi tant d'autres qui fait du podcast ou qui fait des reels ou quoi, mais c'est d'être la personne qui a telle personnalité et qui fait tel format de contenu. Et en fait, ce qui va être important, ça va être de marquer les gens et de rester dans leur esprit. Et pour ça, va falloir avoir une brand qui va être forte. Et très souvent, les gens pensent que pour avoir une brand personnelle qui va être forte, il faut absolument être clivant. Il faut absolument dire des dingueries et faire son Alexis Chance, tu vois. Mais c'est pas obligé, genre, tu vois. Ce que tu peux très bien faire, en fait, c'est quoi? En fait, c'est juste te dire que aujourd'hui, le marché du personal branding, moi, je le vois comme une pièce de théâtre. Où aujourd'hui, en fait, il y a un rôle pour tout le monde. Ce qui est juste important, c'est que tu aies un rôle et que tu aies un personnage, justement, qui soit fort. Et ce personnage-là, il peut très bien être, par exemple, t'as Sam Ovens aux États-Unis qui est très connu dans l'industrie du consulting, qui est un mec qui fait que des trucs avec des slides, avec genre tu sais fond blanc hyper simple et qui a jamais de trucs clivants ou quoi, etc. Et qui cartonne et qui a une vraie expertise. T'as des mecs type Alex Hormozy qui sont dans un style complètement différent, des personnes type Grant Cardone. En fait, tu peux avoir tout type de personnalité, mais ce qui compte, c'est d'avoir une personnalité qui est identifiable. Et aujourd'hui, la charte graphique, tes valeurs, je vais pas dire on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est l'énergie que dégage ta personal brand. Et tous ces éléments-là, comme la charte graphique, les valeurs, etc., ça va être des composants qui vont faire qu'on va ressentir telle ou telle vibe. Donc, première chose pour moi, c'est d'avoir un positionnement fort avec une vibe forte. Et d'avoir un discours, en fait, qui va donc être identifié sur le marché. Et à côté de ça, donc de développer un format de contenu puissant, comme on en a discuté auparavant. Hyper intéressant. Je pense que ça pourra aider pas mal de gens. Et pour juste t'aider à te positionner sur le marché, ce qui peut être intéressant quand même, c'est le positionnement en opposition. Si jamais tu sais pas exactement ce que t'es, tu peux savoir ce que tu n'es pas et te positionner en opposition par rapport justement à un marché. Et une autre stratégie qui peut cartonner lorsque vous développez vos personal branding, c'est quoi? C'est en fait d'arriver sur le marché et de dire ouais, tous ceux qui font ça, ils vous disent de la merde et ils vous mentent pour telle raison. Et donc du coup, j'ai de la solution. Et là en fait, quand je dis ça, bon, par contre, quand vous dites ça, ayez quand même des vraies preuves. Et une vraie solution. Ouais. Mais bien sûr, mais quand vous dites ça et que vous avez un produit vraiment où vous êtes sûr qu'il est qualitatif et qu'il va apporter de la plus-value, bah en fait, tout le monde va se demander, ok, quelle est cette solution-là? Et donc, du coup, vous allez avoir l'attention du marché. Et après, derrière, si vous délivrez bien, bah, elle va rester. Et si vous faites n'importe quoi, vous allez juste passer pour quelqu'un, voilà, qui a parlé, qui a crié, mais on s'en fiche, quoi. Et c'est exactement la stratégie que j'utilise en ce moment sur un de mes clients que j'accompagne, qui s'appelle Sereil, qui est dans l'industrie donc des marchés financiers, etc. Ceci n'est pas un conseil en investissement ni avec lui ni avec personne, mais voilà, je parle juste de personal branding. Et où la stratégie qu'on a employée, c'est justement un peu cette stratégie-là de tous les traders, ce qui est quand même vrai, la plupart, même à Dubaï ou machin, etc., sont tous des scammers, donc des arnaqueurs, ou en tout cas, il y en a énormément. Et aujourd'hui, nous, on va vous apprendre ce que c'est le trading le vrai, et pas le trading où tu vas pouvoir devenir multimillionnaire en 2 jours en copiant des canaux Telegram avec des copier-coller sur des trades, mais en apprenant réellement les compétences et en gérant en fait ton risk-reward et une stratégie sur laquelle tu te tiens qui va faire que tu vas progresser dans le temps. Et en fait, on arrive avec un positionnement en opposition par rapport où tout le monde te promet de l'argent vite et rapide. Et ça, en fait, moi, je le vois comme dans la musique. Je te prends un exemple. Tu vois, PNL, quand ils sont arrivés sur le marché et qu'ils ont tout explosé, la mode avant, c'était la trappe. C'était des gars qui faisaient des clips avec des voitures, avec des femmes dénudées, avec des trucs où ils rappaient de manière très agressive, rapide, etc. Et PNL, ils sont arrivés en opposition à ça. Ils ont dit, OK, vous savez quoi? Tout ça, on va faire le contraire. Nous, dans nos clips, il n'y a pas de femmes dénudées ou quoi. On va pas rapper hyper vite, on va faire un truc planant et on va pas faire un truc hyper agressif comme t'en avais certains qui faisaient type Caris ou quoi, etc. Et ils sont arrivés en opposition justement à tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la même chose dans le marché. Quand t'arrives en opposition et que t'es identifiable, et ben en fait, les gens te remarquent. Et si jamais t'as une vraie vibe et t'as un univers, il y a un public pour tout type d'univers, donc du coup, tu vas pouvoir aller, en fait, récupérer la partie du marché qui en a marre de telle chose, tu vois. Et c'est un petit conseil, mais qui peut être pertinent. Ouais, je valide totalement. Pareil, je sais que tu as aussi une entreprise du coup pour développer ton Instagram. Ça serait quoi les astuces que tu donnerais pour développer son personal branding sur Instagram? Aujourd'hui, il y a une chose qui peut vous permettre de décupler votre visibilité sur les réseaux sociaux et surtout de devenir une très grosse autorité du marché. Cette chose, c'est le transfert de communauté. Et c'est quelque chose de hyper puissant dans le développement d'un personal branding et c'est justement la stratégie que j'ai utilisée d'ailleurs sur mes épisodes des 24 Hour Week sur YouTube
où je fais que des collaborations avec des gens qui sont des autorités dans leur domaine. Et donc, moi-même, en quelque sorte, je me positionne au même niveau d'autorité, ou en tout cas avec ces personnes-là. Et à côté de ça, je bénéficie de leur trafic, étant donné qu'on fait des cross-posts justement sur nos réseaux, et qu'à côté de ça, donc, ils redirigent leur trafic justement vers le contenu qu'on crée ensemble. Donc, il y a ma communauté plus leur communauté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, où si jamais tu prends aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont devenues leaders sur le marché, ça a été beaucoup parce qu'il y a eu un autre leader du marché qui leur a justement donné une force avec une vraie communauté qu'il a. Et donc ça, justement, de réfléchir à des concepts où vous allez pouvoir inclure du cross-post et donc du coup mutualiser des communautés et aller justement, on va dire, un peu, targeter et toucher aussi d'autres communautés qui ne sont pas les vôtres, c'est quelque chose qui peut énormément aider, tu vois. Ouais, carrément. Bah, c'est un peu ce que nous on fait Et ensemble. d'ailleurs là, du coup, vous me suivez de la part de Maxime. Merci Maxime. Et c'est quoi pour toi les meilleurs canaux de diffusion du coup pour développer son personal branding, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. On peut être perdu. Ouais. Alors, pour moi déjà en fait la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un réseau social qui est meilleur qu'un autre. Il y a juste un réseau social qui peut être plus adapté qu'un autre par rapport à ce que tu veux. Donc en fait, la première chose, c'est vraiment de comprendre pourquoi tu veux développer ton personal branding. Est-ce que c'est dans un objectif de notoriété? Est-ce que c'est dans un objectif de vente, de chiffre d'affaires? Enfin, concrètement, c'est dans quel objectif? Donc premièrement, il y a ça, et par rapport à cet objectif-là, tu vas définir, ok, par rapport à cet objectif-là, où est la communauté qui va être la plus propice d'être intéressée par mon contenu? Par exemple, si t'es plutôt dans le corporate ou quoi, clairement LinkedIn peut être une très bonne option. Si jamais t'es dans l'infoprenariat, YouTube peut être super intéressant. Si t'es dans la création de contenu de manière plus générale, ou que t'as un concept un peu startup ou quoi, par exemple, TikTok peut être une super bonne option, ou même Twitter peut l'être dans certains cas. Et donc en fait, chaque réseau entre guillemets peut se valoir, tu vois. Même si jamais j'ai un faible pour YouTube et pour Instagram, bah aujourd'hui, chaque réseau peut représenter une opportunité. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est définir dans quelle optique tu veux développer tes réseaux sociaux, pourquoi, sur quel canal d'acquisition est ton audience, et où est-ce que t'es bon. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour faire des vidéos, et il y a des gens qui sont très bons pour écrire. Et c'est pas parce que tout le monde fait du podcast aujourd'hui que tu dois absolument faire un podcast et montrer ta tête, si jamais c'est pas quelque chose que t'apprécies du tout. Sinon ça va se ressentir, tu vois, les gens vont le voir, vont le capter. Donc peut-être oriente-toi plutôt vers des posts où tu vas très bien écrire sur LinkedIn, dans des newsletters, sur Twitter, etc. Donc voilà, vraiment comme je te disais, pas de meilleur canal, juste un canal qui est plus adapté, et le meilleur canal, c'est celui où tu auras de la performance, celui où tu seras bon. Et moi je recommande au début de démarrer sur un seul canal ou deux canaux. Complètement d'accord. Deux, ça peut être très bien, les gens veulent faire de... Tu sais, aujourd'hui je vois la mode aussi, c'est de faire du multicanal dans ta stratégie de contenu et de reposter ton contenu à toutes les sauces partout. Mais ça marche pas parce que chaque plateforme a ses codes. Et les codes de... Aujourd'hui, la seule chose qui contredit un peu ça, c'est le format court, où globalement les shorts, TikTok et les Reels, on a de la chance parce que justement c'est un peu le même format, c'est la même chose. Même s'il y a des petites subtilités, globalement c'est le même format de contenu. Mais donc, aujourd'hui pour moi, vraiment voilà, se focus sur un format, le développer à fond, et après du coup passer en multicanal, mais pas commencer par du multicanal. Là, en soi, tu as parlé beaucoup de LinkedIn, Insta, YouTube, mais après, il faut savoir aussi qu'il y a Facebook, qui est très peu exploité. Moi, je l'utilise et franchement, j'ai des résultats assez impressionnants. Ah ouais? Ouais. Moi, j'étais monté à 700 000 abonnés dessus. T'as 700 000 personnes de plus de 50 ans. Ouais, mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais moi, j'ai une vraie communauté en vrai sur ils veulent des astuces, ils veulent comprendre le digital. C'est ça. T'as aussi Twitter aussi qui est assez impressionnant. Twitter, je pense qu'il est sous-exploité. Ouais, qui est aussi sous-exploité. Pinterest aussi, que moi j'utilise et je fais beaucoup de vues. Ça, et je fais beaucoup de vues avec. Pinterest, c'est bien. À un moment, je faisais 2 millions de vues par mois. Tu postes quoi sur Pinterest? Les mêmes vidéos. Genre, moi, je crois que c'était que des moodboards, des trucs comme ça sur Pinterest. Non, moi, il cherche de l'inspiration, donc moi, des astuces, ça marche. Putain, c'est ouf. Mais ça marche super bien. Et en vrai, t'en as plein d'autres. T'as Twitch, etc. Là, pour du live, Twitch, etc. Super intéressant aussi, sous-côté pour moi. Pour les entrepreneurs, je veux dire. Pour les entrepreneurs? Je pense qu'il y a des trucs C'est quand même beaucoup plus dur, je trouve aussi. Mais je pense qu'il y a une place à aller prendre, tu vois, dans les entrepreneurs un peu divertissants, etc. Truc. Je pense qu'il y a, par exemple, Alexis Chen, il me semble, j'en parlais tout à l'heure, mais lui, il s'est beaucoup développé grâce à Twitch. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai marché sur Twitch et sur Twitter qui est un peu sous-exploité en ce moment. Pour toi, c'est quoi les erreurs les plus courantes des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui veulent développer leur personal branding? Alors, tout d'abord, la première erreur, c'est qu'ils mettent trop de temps pour se lancer. Et beaucoup aujourd'hui encore regardent cette vidéo-là et je pense vont écouter ce podcast en se disant je vais trouver les stratégies qu'il va me falloir pour me lancer, et elles se lancent pas et elles sont toujours dans l'attente. Donc la première erreur, je pense déjà, c'est de pas se lancer. La deuxième erreur, c'est de penser que quand tu vas te lancer, il y a tout le monde qui t'attend, que tu vas faire des vues de ouf et que ça va cartonner pour toi. Je pense que tout le monde, et c'est important vraiment de le remettre dans son contexte, toi aujourd'hui t'es suivi par, il me semble, 2 millions de personnes, tout réseau confondu. Quand t'as commencé, factuellement t'avais 0 abonné, tu vois. Et t'as commencé par quelque part, et je pense pas que tes premières vidéos, elles ont direct explosé, peut-être, mais je sais pas. Moi, en vrai, ça, j'ai eu de la chance, mais en vrai. Non, mais en vrai, j'ai aussi. En vrai, j'ai créé un contenu pour ma marque, enfin, un compte pour ma marque et un compte pour moi.
Le compte pour ma marque, lui, a complètement foiré. Et en vrai, le compte pour moi, en tant qu'étudiant entrepreneur, a très très bien marché assez vite. Ok. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance, mais en même temps, j'ai aussi l'autre compte où pour le coup, c'était pas du tout les mêmes résultats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque personne qui a commencé à créer du contenu, quand il a fait sa première vidéo, il n'avait pas du tout la même aisance qu'aujourd'hui et il faisait pas du tout les mêmes vues directement qu'aujourd'hui. Il y a des fois des personnes pour lesquelles ça peut aller plus ou moins vite, mais dans tous les cas, ça prend du temps de développer de la création de contenu et c'est sur le long terme que ça se développe. Donc la première chose déjà, c'est tout simplement de ne pas oser et de ne pas continuer d'être persistant. Pour moi, la deuxième chose qui est hyper importante, et ça je parle surtout aux personnes qui sont des dirigeants d'entreprise ou aux personnes qui souhaitent beaucoup déléguer, c'est de croire qu'en embauchant une équipe ou en prenant un CM, tu vas exploser sur les réseaux et en déléguant ton contenu. Dans personal branding, il y a personal. Et ça doit être personnel. Et les gens le ressentent. Les gens ressentent ton énergie. Les gens ressentent quand c'est quelqu'un qui a écrit pour toi, ou quand c'est toi vraiment qui a écrit avec tes mots, avec ta subtilité, etc. Les gens le sentent. Et donc, du coup, en fait, c'est le fait aussi des fois de vouloir trop déléguer de choses et de plus s'impliquer assez soi-même. Et en fait, ça peut être un peu vicieux parce qu'il faut trouver un juste équilibre. En même temps, après, il faut s'entourer. Tu veux bosser avec des équipes qui vont justement t'aider, t'accompagner, mais il faut toujours garder une dimension où tu mets ton énergie parce que c'est ça aujourd'hui que les gens sentent et qu'ils aiment. Alex Hormozy, typiquement aux États-Unis, qui est un entrepreneur qui est très très connu sur les réseaux sociaux, bah, c'est ce qu'il fait super bien, tu vois. Il met des choses, des fois, il met des stories avec son nez un peu cassé, où il est limite dans son lit en mode truc, et enfin, tu t'identifies à lui, tu te sens connecté avec lui. Et c'est une chose d'avoir beaucoup d'abonnés, mais c'est une autre chose d'avoir une audience qui est connectée avec toi émotionnellement. Et aujourd'hui, avoir 10 000 personnes qui te suivent vraiment et qui sont émotionnellement connectées avec toi, pour moi, honnêtement, ça a plus d'impact que d'avoir 100 000 abonnés et avec des abonnés tout simplement qui te font pas confiance. Ouais, et moi, complètement. aujourd'hui, tu vois, je le vois. Je l'ai vu par exemple, et même je l'ai vu auprès des marques, et je te remercie aussi parce que tu as été de bons conseils sur plusieurs points pour des collaborations que j'ai pu faire récemment, tu vois, où aujourd'hui je vois, je charge pour un placement sur ma communauté, pour un placement que je précise qui est toujours uniquement pertinent, où je prends que des choses que j'utilise moi-même et qui vont pouvoir aider ma communauté. Et ben en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je charge plus cher que certains influenceurs à Dubaï qui ont 2 millions d'abonnés et qui font de la télé-réalité, tu vois. Et que les marques ont plus de résultats avec moi, alors pourtant, je suis pas du tout le plus gros en France ou quoi, où il y a des gens qui ont des bien meilleures communautés que moi encore. Mais comme tu l'as dit avant, Mais- parce que tu fais hyper attention au contenu déjà que tu fais, mais aussi tu fais attention aux marques avec qui tu travailles et que du coup, Et aussi, ça te j'ai une ressent. connexion émotionnelle avec mon Ouais. audience, dans le sens où ils me suivent depuis plusieurs années, où ils ont une confiance en moi parce que j'ai jamais promu un truc bizarre ou quoi, etc. Et qu'à côté de ça, bah, en fait, c'est tout simplement des gens qui sont qualifiés, qui sont éveillés d'esprit, etc. Et aujourd'hui, moi, je vois avec ma communauté, entre, par exemple, il y a un SaaS qu'on a développé qui s'appelle donc Goes Up, qui est vraiment donc focus sur du growth Instagram, où en fait, bah, les gens qui regardent vos stories ou qui like vos stories mais que vous connaissez pas, et qui vous spam un peu comme ça, bah, hello, c'est nous, tu vois. Justement, c'est ce qu'on fait. Ça permet d'aller chercher entre 500 abonnés et 1000 abonnés qualifiés tous les mois, justement, grâce à Instagram. Et aujourd'hui, ce SaaS-là, nous, on l'a monté de 0 à 10 000 euros par mois de MRR uniquement sur ma commune en faisant des stories, tu vois. MRR, tu peux Donc, préciser. ce que MRR, donc, c'est en gros ton monthly recurring revenu. Donc, en gros, c'est en c'est. fait. Revenu récurrent que tu fais tous les mois. Merci ChatGPT, Maxime GPT. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais monter un business de 0 à 10 000 euros par mois simplement en postant quelques stories, à faire des collaborations. J'étais rémunéré des milliers d'euros pour juste une story, parce que j'ai une audience qui est engagée, parce que j'ai une audience qui me fait réellement confiance, parce que j'ai une audience d'acheteurs, parce que j'ai une audience qui est éveillée. Et donc, du coup, c'est ça dont je parlais aussi, c'est vraiment de pas juste faire la course aux abonnés, mis à part c'est dans un domaine où effectivement c'est très concurrentiel, c'est plus mass market ou quoi, mais surtout, je veux dire, de te focus sur le lien que tu as avec ta commu et cette relation-là et cet engagement, en fait, tu vois. Et Ok. plus que l'engagement juste sur le nombre de likes que tu fais ou quoi, genre vraiment sur à quel point la personne elle est connectée avec toi, tu vois. Quelle tendance tu vois émerger prochainement et comment il faut s'y prendre, tu vois, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer et qui cherchent aussi des endroits, des domaines où se lancer? Aujourd'hui, dans le marché de la création de contenu, pour moi, tu as deux voies qui sont possibles. La voie de l'omniprésence ou la voie de la profondeur. Et aujourd'hui, typiquement, tu vois, tous les deux, on a utilisé des stratégies de contenu qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, bien sûr, on a des communautés qui sont complètement différentes, mais pourtant, tous les deux, ça a fonctionné. Et en fait, toi, typiquement, ce que tu as fait, si je l'analyse un petit peu, c'est que, comme tu dis, tu as été présent quand même sur beaucoup de canaux. Tu me dis que tu es même sur Pinterest. Genre, qui est sur Pinterest? Tu vois, sur Arrête, c'est Facebook. excellent, Pinterest. Je rigole. Je suis même partenaire Pinterest. Arrête, c'est vrai? C'est vrai. J'adore Pinterest. Ça, tu coupes ou tu laisses? Je laisse. Bah, ça se trouve, Pinterest, ça tue, mais moi, je connais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai repars là, c'est que t'es sur énormément de plateformes, en fait, aujourd'hui, qui sont différentes. Et vraiment, t'as une stratégie de contenu qui est assez agressive, où tu me disais, je crois, la dernière fois, on avait une discussion qui était passionnante.
on était là au tout mieux là, la dernière fois, Ouais. et on parlait de création de contenu. T'as dit des trucs où j'étais pas forcément d'accord, mais que je trouvais très smart, mais où j'étais pas d'accord dans mon cas. Et tu me disais, ouais, Silouane, si jamais tu veux plus réussir sur tes 24 Hour With, faut que tu dupliques son format, faudrait limite que ça sorte en mode 1 toutes les semaines, et il faut que tu scales en termes de nombre de contenus, parce que le plus important, même s'il faut qu'il y ait de la qualité, etc., c'est pas la qualité, mais c'est la quantité. Donc en mode poste plus, et tu verras que ta communauté elle va exploser. Tu m'avais dit ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment la stratégie d'omniprésence, un peu à la Oussama Hamar. Oussama Hamar, il est partout. T'ouvres ton téléphone, t'ouvres ce que tu veux, ton iPad, ton ordi, tu le vois partout. Et en fait, il est vraiment omniprésent sur du contenu qui est très qualitatif en termes de valeur, mais qui est assez simple en termes de production et tout souvent, tu vois. Et en fait, moi, la stratégie que j'ai fait, c'est complètement opposé. Les 24 Hour With, tu vois, j'ai fait 4 épisodes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité sur ton podcast et on en parle, on le mentionne. Et sur plein d'autres personnes qui sont hyper pertinentes, alors que j'ai sorti que 4 vidéos. Genre, je l'ai pas lancé il y a 1 an, je l'ai lancé il y a quelques mois et j'ai sorti 4 vidéos jusqu'à la 5e que je vais sortir là cette semaine. Et l'impact, il est énorme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que soit tu peux créer du contenu qui est en masse, t'essaies d'être partout et tu fais un jeu de volume et tu pars du principe où plus tu vas créer de contenu, plus tu vas avoir de volume et plus tu vas avoir potentiellement de chances que des vidéos deviennent virales. Soit tu crées du contenu qui est ultra profond et où il y a un taf énorme justement qui est derrière sur chaque prod et où tu pars du principe que ça va être tellement qualitatif que c'est impossible que la personne le partage pas et qu'elle ait pas envie de le montrer à tout le monde ou de la regarder plusieurs fois. Et en fait, même si jamais tu peux faire les deux, tu peux très bien, après l'idéal, le goal, c'est de faire du contenu qui est qualitatif et de l'omniprésence, bien sûr. Mais au début, tu dois quand même un petit peu choisir une voie. Tu peux pas forcément attaquer les deux dès le début. Et rien qu'en termes d'énergie, c'est compliqué, tu vois. Donc, mon principe, il est un peu là-dessus. Et je pense que ce qui va le mieux marcher vraiment à un très haut niveau, c'est quand même un mix des deux. Après un certain stade où t'as un concept très fort. Et à côté de ça, t'as une omniprésence sur des contenus digitaux avec du snack qui vont servir à hooker de partout et à devenir viral et à rediriger vers ce long format-là. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense qu'on aura de moins en moins de place pour des personnes qui n'ont pas de format de contenu ou qui n'ont pas une personnalité qui se démarque et qui font juste en fait du contenu un peu à la chaîne. Là, t'as une citation de Trump, tu vois, qui est intéressante, où je valide pas la part des choses qu'il dit, mais cette citation-là, je la trouve incroyable. C'est si tu n'es pas une marque, t'es une marchandise. Et c'est la même chose dans la création de contenu. Aujourd'hui, si jamais t'as pas un concept ou une marque autour des contenus que tu fais, ton contenu, c'est juste une marchandise, donc c'est juste un contenu parmi tant d'autres. Et on en revient à ce que je te disais depuis vraiment le début de cette discussion-là, c'est que tu dois être identifié comme la personne qui fait tel format et pas juste comme une personne qui fait ça. Non, j'avais tort sur ce que je t'ai dit, mais par rapport à un point, c'est qu'aussi toi, t'as pas de concurrence pour le moment réel. Si j'ai un mec qui l'a copié tous mes trucs. Ouais, mais en vrai, t'en as qu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est en fait aussi pour ça que aussi, c'est pas aussi bien. le fait d'en faire énormément, c'est là en mode où tu mets une vague aux autres en mode ils peuvent pas suivre. Et après, la différence aussi que t'aies moins de concurrents aussi, c'est parce que c'est un contenu qui est beaucoup plus dur à faire, c'est vrai, je suis d'accord qui avec a toi. beaucoup plus de qualité et que ça prend beaucoup plus de temps. Mais tu sais, mais quand même, là, pour rejoindre, là où je suis quand même d'accord avec toi en termes de vitesse d'exécution, le déclic que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, en fait, vraiment ont copié le format, pas en termes de nom, et justement, tant mieux, parce qu'ils n'ont pas réussi à le conceptualiser, donc c'est pas rentré dans la tête des gens, mais qui, en termes de format, ont en tout cas essayé de le copier, de faire les mêmes miniatures, les mêmes accroches, les mêmes intros, les mêmes types de guests, etc. Mais aujourd'hui, en fait, justement, c'est pour ça que moi, j'ai envie d'accélérer, comme ce que tu disais, c'est pour ça que d'ailleurs, là, je pars dans 2 semaines à Dubaï, que je vais mettre 10 000 € dans de la créa de contenu, genre, tu vois, simplement pour tourner 3 vidéos, et justement pouvoir avoir, on va dire, plus de volume en termes de contenu, parce qu'en fait, à partir du moment où t'es considéré comme le créateur de tel format et que t'as une autorité vraiment sur le marché, tous les autres mecs qui vont faire pareil, ça va être les mecs qui te copient, tu vois. Ça va être des personnes qui vont lancer le même type de format et tu vas être la référence et tout le monde va dire, ah vas-y, mais il a copié tel mec. Et moi aujourd'hui, j'ai envie d'arriver à ce step-là avec mon format, où si n'importe qui désormais décide de faire le même contenu, tout le monde va se dire, vas-y, en mode son truc c'est bien. En vrai, il a copié Silouane, tu vois, c'est lui qui fait ça, tu vois. Et donc pour ça, effectivement, il faut avoir une vitesse d'exécution. Je suis d'accord avec toi en termes de volume de contenu et d'impact sur le marché qui est fort pour être cette référence-là. Et qu'après, en fait, ça te permet pas de lâcher du lest, mais de pouvoir te dire, ok, je suis installé comme ça, je suis identifié sur le marché, et maintenant je peux continuer de développer. Et aujourd'hui, c'est important d'être identifié comme le numéro 1 de ton domaine, parce que le numéro 1 gagne toujours plus que le 2, le 3 et le 4 réunis, tu vois. Et toi, je pense que c'est la même chose. Des mecs aujourd'hui qui font de la création de contenu et qui font des astuces, tu vois, ou qui font des conseils sur les réseaux, je pense que t'en as 10 000, tu vois, entre guillemets. Et pourtant, il y a toi, il y a Hugues, il y a quelques personnes qui se démarquent et vraiment à qui on pense, tu vois. Mais mis à part vous, il y en a plein qui font ça. Et pourtant, ils ont pas aujourd'hui les mêmes, je pense, le même développement. Non, carrément. Je vais te poser la dernière question du podcast, qui est la question que je pose à tous mes invités. Fais-nous découvrir un site ou une application utile que tu as sur ton téléphone. Il y a un outil que je recommande, franchement, qui est top pour toutes les personnes aujourd'hui, en fait, qui veulent créer du contenu et qui n'ont pas forcément aujourd'hui, tu sais, les moyens de se payer une énorme équipe de montage ou de prendre des services qui vont coûter hyper cher et qui ont déjà envie de démarrer par quelque chose et qui ont envie peut-être de tester des formats de contenu sur de l'omniprésence comme toi t'as pu le faire avec de la régularité. Et aujourd'hui, en fait, Subtitle, c'est un SaaS, en fait,
qui te permet directement de générer des sous-titres de manière automatique, donc sur ce que tu dis. Et ça, en fait, il y en a plein aujourd'hui qui existent, qui ont popé un peu partout sur le marché. Mais en fait, c'est le seul que vraiment j'ai testé et que j'ai vu, en fait, où concrètement, t'as pas 10 milliards de bugs où c'est chiant, où t'as vraiment les polices de tous les créateurs de contenu, type les Mengadzi, les Hormozy, les machins, mais qui sont vraiment à l'identique et qui, en fait, vont être encore mieux faits directement qu'un monteur, parce qu'un monteur, pour qu'il retrouve les presets, machin, etc., il va galérer. Et après, tu peux le programmer de manière automatique sur tes réseaux. Donc ça veut dire que quand tu démarres, en fait, si jamais tu tournes du contenu en facecam, t'as même pas de coût de création de contenu. Et si tu fais du podcast ou quoi, bah ça te coûte vraiment pas cher. Et je pense que pour toute personne qui veut créer du contenu ou qui crée du contenu et qui se dit ah bah j'ai déjà entendu parler de trucs avec de l'IA, etc. et tout, mais qui a pas envie de tester tous les trucs, moi directement c'est le truc que je recommande et que je recommande aux gens qui peuvent pas encore se permettre de travailler avec une agence par exemple comme moi à facturer assez cher et qui veulent déjà passer à l'action, créer du contenu. Et c'est quelque chose qui est hyper pratique et c'est magnifique. Silouane, ton parcours est aussi inspirant qu'innovant. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et tes stratégies gagnantes. Tu es la preuve vivante que l'audace et la vision peuvent mener au sommet. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Que ce soit pour le business, le marketing, les études ou même les astuces du quotidien, je suis toujours à la recherche des meilleures pépites pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher les astuces qui changeront votre vie. À bientôt.